Bonjour à toutes et à tous, retour au QG des Sables d'Olonne après l'aventure tasmanienne et aujourd'hui on a la chance en ce lundi 12 novembre d'avoir la visite de Lionel Régnier. Et Lionel Régnier c'est le team manager, le préparateur de Jean-Luc Vandenede. Donc on va revenir avec lui un petit peu sur évidemment les aventures malheureuses et en même temps qui vont se révéler intéressante pour cette course, c'est le knockdown de Jean-Luc et donc l'incidence sur le mât. Donc est-ce que tu pourrais nous faire un petit retour là-dessus, Lionel, et nous expliquer à la fois l'avarie et comment Jean-Luc donc a travaillé dessus pour l'améliorer. Ok, bien sûr. Bonjour à tous. Je vais essayer de vous expliquer ça le plus clairement possible et le plus rapidement possible, afin de couper court à toutes Les les inventions, les spéculations. spéculations Ouais. possibles. Donc, comme disait Christophe, knockdown, ça veut dire un petit tonneau, hein, il est parti un peu sur l'avant, un peu sur le côté. Enfin bref, un vrai tonneau. Et on a la chance que ce bateau-là et ce bonhomme-là ont fait un tonneau et sont revenus avec le bonhomme entier et le mât encore sur le pont. Donc quelques dégâts certes, mais ma foi, on va essayer de faire avec. Effectivement, il parlait de s'arrêter au Chili, etc., sur la première déception, mais de toute façon, il fallait qu'on trouve une solution pour aller au Chili. Et si on trouvait une solution solide pour aller au Chili, pourquoi pas aller plus loin. Hmm. Donc, donc voilà, moi, grâce au radio-amateur, je lui ai posé les questions sur exactement l'étendue des dégâts, qu'il ne pouvait pas voir tout de suite parce qu'il fallait au moins monter une fois dans le mât pour aller voir jusqu'au deuxième étage, et du matériel qui est resté à bord. Et je pense qu'avec tout ça, ça lui a permis de réfléchir et de dire, ben, Hmm. on va pouvoir faire comme ça. Et de toute façon, une fois que c'est fait, ben, autant continuer plutôt que s'arrêter parce que ça ne changera rien au problème. Donc il a Donc, déjà beaucoup travaillé, il est déjà monté 4 fois dans le mât, je crois, hein. mais oui, parce qu'il a fallu une première fois aller vérifier s'il n'y avait pas des dégâts au-dessus de Ouais. ceux qui étaient visibles. Si on regarde le mât, un étage de barre de flèche, deux étages de barre de flèche, les dégâts ils sont arrivés ici, au câblage des bas au banc, les deux câbles les plus bas du bateau. Si je les fais aller, clac, clac. Donc cet axe-là, qui tient les deux câblages du Bourbon, si on regarde ici, barre de flèche, l'axe, il était descendu à bâbord de 5 cm. C'est-à-dire qu'il a déchiré l'alu du mât et il est descendu de 5 cm. Tout ça parce que les plaques, les rivets ici ont cassé, les plaques qui sont là, et donc tout l'effort dans le tonneau Hmm. ont fait que ça tirait trop fort dessus. Donc il fallait tenter soit de remonter cet axe, soit de l'empêcher de continuer de descendre. Ouais. Impossible de le remonter parce que l'alu s'est refermé derrière lui. Et que comme ici ça n'a pas bougé, je pense qu'il n'a pas pris cette forme-là et qu'il a sûrement cette forme-là, donc il est tordu. Hmm. Oui, donc On ne pouvait plus le bouger. ouais. Donc la seule chose qui restait à faire était Donc on se retrouve comme ça, en fait, hein, avec un axe comme ça, a été de faire ce qu'il faut ici pour qu'il arrête de descendre. D'accord. Comme il restait suffisamment de place sur les ridoirs ici, on a pu reprendre la tension. Donc ça a nécessité un premier montage dans le mât, Mhm. d'aller jusque là pour aller voir si ici on n'avait pas le même problème. Ça n'a pas bougé, donc c'était la Plutôt la seule bonne chose qui nouvelle, faisait que ouais. Hmm. si là ça avait bougé, on aurait été obligé Hmm. de stopper tout. Ça aurait été très compliqué de faire quelque chose de sérieux, même pour aller au Chili, hein. D'accord. Là, normalement, tout est arrêté avec un bon brelage sous la plaque et entre l'axe a été fait. À la place des rivets, il a mis deux petites manilles et il a repris cette plaque aussi sur le dessus. Donc ça, D'accord. c'est stoppé normalement. Hmm. Ça ne peut plus bouger, sauf si la corde Hmm. qu'on a trouvée à bord la plus solide, sauf si elle lâche, mais il va Hmm. pouvoir le surveiller régulièrement et y aller régulièrement. Alors effectivement, il a été obligé de monter quasiment 4 fois. Une première fois pour voir, deuxième fois pour aller faire la réparation là. Mais même réparé, comme tout ça avait un peu bougé, ces câbles-là étaient ramollis, Ouais. détendus. Logique. Donc il fallait aller les retendre. Pour les retendre, ici il y a un ridoir là aussi,
Et comme ils étaient bien goupillés, avec 3 mètres de houle, c'est un peu compliqué d'aller se promener en bout de barre de flèche. Donc il a fallu attendre un petit peu. Et donc le lendemain, quand il a fait jour, il y est allé, dégoupillé, resserré juste ce qu'il fallait. Il n'y avait pas grand-chose, mais on ne pouvait pas les laisser trop mous. Donc retendre ce qu'il appelle les D2, comme il vous l'a dit dans son message. Et ensuite reprendre ici les principaux pour remettre le mât nickel. Donc comme il me disait hier par l'intermédiaire du radio amateur de Nouvelle-Calédonie, ça y est, le mât est réglé. On va pouvoir repartir normalement. Il est assez confiant dans sa réparation, dans son brelage. Il nous reste juste un petit problème de jeu dans les barres de flèche, mais qui est stoppé grâce au brelage. Donc on va surveiller. Et puis si ça va jusqu'au Cap Horn, on croise les doigts pour que ça aille jusqu'au Sable d'Olonne. Et j'ai une petite question. Vous aviez fait le choix stratégique d'utiliser un mât 1,50 m plus court. Est-ce que tu penses que ça a pu aider éventuellement à ce que ce soit plus solide et que ça ait permis justement que le mât ne tombe pas? Est-ce que c'est pertinent comme question? Oui, tout à fait. Je pense que si le mât avait fait 1,50 m de plus, vu ce qui s'est passé là, ça aurait été pire et donc le mât serait sûrement tombé, quoi. D'accord. Bon. Je pense que le problème dans les tonneaux, c'est le retour du tonneau. Ouais. C'est-à-dire que si le bateau faisait une vraie pirouette avec la vague, il n'y aurait pas de contre-effort. Et en fait, au moment où la quille dit à tout le monde c'est bon, il faut revenir, je pense qu'à ce moment-là, la vague, elle n'a pas fini son boulot et qu'on revient contre l'élément. Et c'est là que l'effort le plus gros se produit et qu'on arrive à péter quelque chose, quoi. Donc voilà, donc vous l'avez tous entendu ce matin, le moral est bon, il y a à boire et à manger, rien d'autre ne s'est abîmé sur le bateau. Le pilote est toujours en place. Depuis son avarie, il a déjà, depuis qu'il a décidé finalement de repartir vers le Cap Horn, il a déjà quand même bien avancé, il a fait plus de 400 000. Donc c'est au portant pour l'instant. Donc après, il y a peut-être des allures où il va être un petit peu plus gêné. Je pense que ce qui risque de lui manquer, s'il reste raisonnable, ça va être les spies, du coup, pour pas prendre trop de risques sur un départ au tas ou un départ au love sous spi, parce que là, c'est sûr qu'on pourrait retrouver un problème ici. Et au près serré dans la brise, mais ces bateaux-là, de toute façon, ils marchent aussi bien s'ils ne sont pas trop toilés dans au près, donc c'est pas très grave. Normalement, ça ne devrait pas trop le freiner. Et donc pour conclure, d'un point de vue strictement sportif, il a encore 1600 000 d'avance sur Mark Slatz. Comment est-ce que tu évalues les scénarios possibles jusqu'à l'arrivée, ce qui reste encore quand même beaucoup de milles? Est-ce que tu peux... alors on n'en est pas au niveau de la route du Rhum, peut-être, en termes de proximité finale, mais est-ce que ça peut être un scénario, à ton avis, qui peut se produire, de voir une remontée de Mark Slatz, sachant que lui, il n'a pas d'enrouleur, etc. Et il devrait avoir une remontée de l'Atlantique un peu plus rapide. Est-ce que en imaginant que le maintienne, est-ce que tu penses qu'il peut y avoir un resserrement vraiment intéressant des deux bateaux, ou est-ce que il a une telle avance que a priori, si ça se passe pas mal, logiquement, dans le scénario idéal, il devrait finir devant tranquille? Normalement, avec son avance, on est censé être tranquille, mais comme tout le monde le sait, tant que la ligne n'est pas passée, rien n'est fini. La preuve cette nuit, sur la route du Rhum. Ce qu'on a calculé, lui comme moi, chacun de notre côté, c'est qu'il faudrait que Mark Slatz aille un nœud plus vite, quasiment tout le temps, pour pouvoir le rattraper. Ce qui me paraît très compliqué, sauf si évidemment les dégâts continuent et ou s'il y a un autre incident. Mais s'il arrive à faire remarcher le bateau à peu près normalement, c'est sûr qu'il va peut-être perdre un demi-nœud, mais pas un nœud tout le temps, c'est pas possible. Donc normalement, cet écart devrait diminuer, mais suffisamment doucement pour ne pas s'inverser. Okay, très bien. Mais bon, espérons. On verra bien. C'est la loi du sport. Bien, mais merci beaucoup Lionel d'être passé nous voir. Merci pour tous ces éclaircissements. Et puis on continue à suivre la course avec toute l'attention qu'elle mérite, évidemment. Et les aventures de Jean-Luc, voilà, un déboulonnable leader pour l'instant, inoxydable marin, et vraiment impressionnant
on va dire, de facilité jusque-là. Bon, là, il s'avère que bon, bah, même lui, effectivement, a dû faire face à des difficultés. Mais en tout cas, voilà, ça nous laisse beaucoup de choses à regarder jusqu'à la fin de la course, beaucoup d'aventures à vivre encore à travers tous ces marins. Et donc, on vous invite à le suivre avec nous sur le tracker, sur le site internet et sur les différents lives qu'on va organiser tout au long donc de la fin de la course qui va durer encore un moment. Donc, à bientôt. Ouais, moi j'ai encore un petit mot à rajouter. Dans cette semaine de crise quand même, avec notre ami Jean-Luc, je voudrais remercier le collectif Terre et Mer et tous les radioamateurs du monde qui sont derrière moi et qui m'aident tous les jours à rester en contact avec Jean-Luc, et surtout à tous les internautes et tous les autres qui m'ont, par le biais de Facebook ou d'autres choses, ou même par mon téléphone, m'ont apporté leur soutien, que ce soit au Brésil où on était déjà, tout était prêt pour intervenir là-bas s'il avait fallu. En tout cas, merci à tous de votre aide et à bientôt. Même l'armée